Fred Savard avec vous pour un 10e épisode de la 5e saison de la balado. Donc, ça fait un quart de saison déjà, qui est presque derrière nous. Premièrement, un mot sur la grande consultation lancée la semaine dernière avec nos nouveaux amis de la firme Polygone. Imaginez le futur de la balado. Donc, c'est en cours. On a à peu près 120 personnes qui ont déjà répondu au premier questionnaire. Si vous ne l'avez pas fait encore, c'est le temps. J'ai envie d'avoir votre opinion. C'est la première fois que je sonde la communauté de la balado pour voir qu'est-ce qu'elle aime du projet, qu'est-ce qu'elle aime moins, qu'est-ce qu'elle aimerait y retrouver, comment on peut imaginer le futur de la balado. Donc, vous allez sur lefredsavard.com, c'est très clair, là. Aussitôt que vous arrivez sur le site, en bas à droite, vous avez un rectangle bleu « Imaginez le futur de la balado ». Vous cliquez sur le bouton « Participer à la consultation ». Ça, c'est la première étape. C'est un questionnaire qui prend à peu près une dizaine de minutes à remplir. Et autour de la mi-décembre, on va fermer cette première étape, donc ce premier questionnaire. On va prendre toutes les idées et les réponses recueillies et on va vous demander de les trier, de les affiner, de les classer pour nous donner un portrait des points forts de la balado, des choses à améliorer, des choses peut-être même à éliminer et comment on peut la faire évoluer. Ça sera la deuxième étape. On va en reparler ici à la balado. Vous n'êtes pas obligé de faire les deux étapes. Vous pouvez faire la première et arrêtez là. Vous pouvez ne pas avoir fait la première et commencer à la deuxième. Et le 27 janvier, on aura les résultats. On enregistrera un épisode devant le public pour dévoiler ces résultats-là, en discuter. Et moi, ça sera un outil formidable pour faire évoluer ce projet que je veux au diapason de la communauté. Je vous parle de la campagne aussi qui va très bien. On est presque, je pense qu'il manque 512$ pour atteindre 75% de l'objectif de cette année. On est en avance par rapport à l'année passée, par exemple. Cela dit, c'est pas le temps de s'asseoir sur ses lauriers. Faites-vous plaisir pour le temps des fêtes. Donnez pour vous assurer que le projet que vous aimez puisse vivre financièrement. Et ça va me permettre aussi de mieux dormir. Vous allez sur lefredsavard.com et c'est en bas à gauche cette fois-ci. Pourquoi soutenir la balado? Et tous les onglets sont là pour vous permettre de participer financièrement. Je vous parle d'un segment. On m'a écrit pour m'envoyer un segment entendu à l'émission Pénélope à Radio-Canada. Je vous parle de Radio-Canada parce que cette semaine, évidemment, les nouvelles directives ont fait jaser. On va demander maintenant aux animateurs de s'excuser en direct si jamais quelqu'un prononce le mot en N. Je ne le prononcerai pas ici, puisque ce n'est pas nécessaire. Là, je sais, il y a des gens qui vont m'écrire « Bon, là, ça y est, toi aussi. » Donc, c'est drôle parce que ça m'a rappelé les fois où j'ai dû m'excuser moi-même lorsque j'étais à l'emploi de Radio-Canada, parce que c'est pas nouveau, hein, cette frilosité que je trouve parfois qui est une espèce de paravent marketing de bien-pensance, de bonne conscience qu'on se donne, alors que derrière, on s'en torche un peu. Moi, c'est arrivé, toutes les fois où il y a eu des plaintes, ça venait de vedettes de la médiatique de la droite. C'était même pas des plaintes genre au CRTC, c'était des plaintes à la direction et immédiatement, la direction avait l'écoute de ces gens-là et sans vous demander votre version des faits, vous demandait de vous excuser. La première fois, ça fait longtemps. En fait, j'en ai même pas eu conscience. C'était pendant l'émission de Michel Lacombe. Non, Michel Lacombe n'est pas mort. Que je chroniquais en alternance avec Christopher Hall. Et à l'époque, rappelez-vous, le Journal de Montréal était en lockout. Et d'ailleurs, c'est à la suite de ce conflit-là qu'est né le journal Rue Frontenac, des employés du Journal de Montréal. Et il y avait une rumeur de lockout également à TVA. Et à l'époque, Julie Schneider était à TVA et j'avais dit en chronique qu'il y a des gens sur la ligne de front de la rue Frontenac, des gens en lockout qui avaient bien hâte de voir Julie Schneider faire le trottoir. Et là, évidemment, le conjoint de l'époque de Julie Schneider, PKP, s'était plaint à la direction et ça s'est rendu, il paraît, jusqu'au CRTC.
Finalement, je l'ai su parce que c'est devenu un cas d'espèce qu'on enseignait à la formation qu'on nous donnait, nous les employés, sur comment respecter en fait le code d'éthique. Alors, j'ai trouvé ça bien drôle parce que je me suis reconnu alors que je suivais la formation. Et finalement, c'est ça, c'était des années après. Sinon, il y a une fois aussi, à la soirée d'Encore Jeune, j'avais traité Lise Ravary de dinde. Et là, c'est moi qui avais pris les devants. J'avais dit à ma patronne qui était bien énervée parce que là, hey, Lise Ravary avait appelé la direction puis elle trouvait ça inconcevable. Tu sais, c'est drôle parce que ces gens-là aiment bien dire que la gauche est très fragile puis qu'ils ont peur des vrais débats, mais aussitôt qu'on les esquinte un peu, ce sont les premiers à se plaindre. Alors, j'avais dit à la direction, garde, je vais m'excuser d'avance, ça va être drôle. Évidemment, eux ne trouvaient pas ça drôle et je leur ai envoyé un texte qui a passé comme dans du beurre. Et qui finalement, c'était une excuse pour dire que, ben oui, c'est vrai, j'étais peut-être allé trop loin de traiter Lise Ravary de dinde, que mes propos parfois étaient volatiles. Ça a passé comme dans du beurre, évidemment. Et l'an dernier, dans une chronique à tout un matin, j'avais osé dire que de jeunes racistes avaient pour idole le grand sociologue. Et évidemment, le grand sociologue qui est un pourfendeur d'idées reçues et qui aime donc penser, qui n'a pas peur du débat, s'est plaint tout de suite. Avait jamais écouté la chronique, évidemment. Et ils m'ont demandé de m'excuser. J'ai refusé, évidemment. Et c'est Patrick Masbrouillant qui l'a fait. Donc, la frilosité, là, c'est pas nouveau. Alors, ça m'a un peu fait rigoler de voir ces nouvelles directives qui sont pour moi surtout une opération marketing qu'une réelle réflexion sur ce qu'on peut ou ne pas dire à la radio publique. Parce que cette semaine, on en a eu une preuve assez éloquente. Évidemment, moi, j'ai lu La collision des récits de Philippe de Grosbois, qui sera tantôt en chronique. Il va nous parler d'Elon Musk et de Twitter, de toute cette saga. On va prendre un pas de recul aussi pour voir un peu les origines de cette crise. Et il parle souvent dans son livre La collision des récits de donner la parole aux deux côtés d'une médaille. Et souvent, ça favorise une médaille. Et on en a eu un bon exemple avec cet auditeur qui m'a envoyé un extrait de l'émission Pénélope avec Karim Abrik, avec qui j'ai déjà fait de la radio. J'ai déjà participé à une de ses émissions sur l'amour au 21e siècle. Je venais de découvrir un concept que je trouvais franchement intéressant à l'époque, l'anarchie amoureuse. Sauf que quelques mois plus tard, j'ai rencontré quelqu'un, je suis tombé en amour avec, et nous avons eu un enfant. Alors évidemment, l'anarchie amoureuse a fait place plutôt à l'anarchie familiale. Mais à l'époque, c'est des choses qui m'intéressaient. Donc, je m'ai toujours bien entendu avec Karima. Là, évidemment, elle est rendue en France, et on va l'entendre parce qu'elle n'est pas contente. Karima, évidemment, on le sait, ce que tu fais de plus en plus. Tu es à Paris, d'abord installé pour suivre ton chum Mathieu Bocoté, puis finalement, maintenant, effectivement, tu fais ton chemin. Et je veux qu'on parle de CNews, parce que la semaine dernière, à ce micro, dans cette émission, on en a parlé, tu as réagi sur les réseaux sociaux, donc je voulais qu'on parle une petite minute ou deux ensemble de cette chaîne-là, parce que oui, c'est une chaîne controversée, même en France, les animateurs ont leurs histoires. Les invités proviennent plus en pourcentage de l'extrême droite qu'ailleurs. En même temps, c'est un endroit... Je t'arrête tout de suite, Pénélope. Parce mais que vas-y, c'est pour ça que je veux t'écouter, je veux t'entendre. Oui. Mais on peut se vous voyez quand même. Là, non, on se tutoie. On va se tutoyer, ben on oui. se connaît quand même, donc on va se tutoyer. Comme à la balado. Non, mais c'est ça, j'arrête ça parce que j'entends tellement de clichés, tellement de choses sur CNews de l'extérieur, alors que ici, c'est une chaîne d'infos qui a un pluralisme en termes de gens, en termes d'invités. Et là, ça c'est drôle. Si vous voulez connaître un peu plus CNews et surtout son propriétaire, Vincent Bolloré, il faut absolument que vous retourniez à la saison 4, épisode 11. Allez écouter l'épisode de Mathieu Bellil qui parle des ramifications de l'empire Bolloré, qui est un milliardaire. Pour vrai, là, PKP a l'air d'un agneau comparé à Vincent Bolloré et c'est le propriétaire, entre autres, de CNews et de plusieurs maisons d'édition qui publient Mathieu Bocoté en France. Tiens, il n'y a pas de hasard. Alors, pour le pluralisme, je pense qu'on peut repasser. En même temps, c'est vrai, on peut dire que le Journal de Montréal est très pluraliste dans ses chroniques parce qu'il y a 71 chroniqueurs de droite et il y a Laure Varidel. Alors, si c'est ça, le pluralisme, OK, j'accepte. Ça ne me dérange pas, moi, que les gens soient d'extrême droite. Évidemment, je n'adhère pas à ces propos-là. Je trouve qu'ils prennent beaucoup de place dans l'espace public, mais
arrêtons de dire que c'est seulement controversé, puis assumons. Assumons qu'on est d'extrême droite, puis disons-le. On va poursuivre parce que l'extrait, il y a des belles pépites qui s'en viennent. Donc oui, vous faites certainement référence à Éric Zemmour qui a eu une émission, en fait, qui était éditorialiste sur une émission pendant un certain temps, donc qui était quand même très populaire, mais certaines fois, ses propos étaient controversés, tout ça. Bon, encore une fois, Éric Zemmour, ses propos ne sont pas controversés, ce sont des propos d'extrême droite. Ça a été le plus grand promoteur du grand remplacement en France, de cette idée-là, de cette théorie du complot du grand remplacement. Un discours anti-immigration extrêmement affirmé. Encore une fois, Mathieu, allez réécouter absolument cet épisode 11 de la saison dernière, de la saison 4, parce qu'il parle également d'Éric Zemmour. Il venait de se présenter à la présidentielle. Ça n'a pas fonctionné. Mais de dire qu'il est seulement controversé, c'est vraiment une fumisterie. J'ai choisi un épisode, un extrait d'Éric Zemmour qui est très soft par rapport à ce qu'il dit habituellement à CNews, mais là, il était invité de son bon ami Mathieu Bock-Côté. C'est une volonté d'imposer la religion woke à nos enfants et que nos petits garçons ou nos petites filles reviennent le soir à la maison en disant « Maman, je ne sais pas si je suis une fille ou un garçon ». C'est la volonté d'interdire aux garçons de jouer au foot dans la cour de récréation et interdire aux filles de rester entre copines et de pouvoir parler comme ça c'est toujours fait, ou de jouer à la marelle ou que sais-je. C'est ça qui veut être imposé à l'école par notre ministre et par la religion woke. Hey, si on empêche les petites filles de jouer à la marelle, je me demande bien dans quel monde on vit. On poursuit avec Karima qui fait une belle défense de la nouvelle vedette de CNews, Laurence Ferrari. Vous avez des animateurs, ça aussi, c'est varié. Quand vous pensez à une Laurence Ferrari, je vous dirais que c'est comme un peu, si on pense à, je sais pas, à Céline Galipo ou quoi que ce soit, ce sont des femmes, des journalistes pertinentes, respectées dans le métier. Bon, Laurence Ferrari qui serait une Céline Galipo française, bien on va l'entendre un autre extrait de Laurence Ferrari qui se défend devant quelqu'un qui trouve que CNews, c'est pas tout à fait la fine fleur de l'ouverture sur les idées plurielles. Je suis ici sur une chaîne que, de mon point de vue, elle participe d'un agenda médiatique d'extrême droite que je trouve délétère. Je ne vous laisserai pas dire ça, c'est entièrement vous avez le droit de ne pas me laisser le dire. C'est insulter le travail de toute une rédaction avec des Laurence plateaux Ferrari, équilibrés. Je n'ai insulté personne, c'est un choix éditorial, c'est une caractérisation politique. Non mais Laurence Ferrari, je vous le dis. On discute. C'est insulter le travail de toute une rédaction. Laurence Ferrari, écoutez-moi. On travaille tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et je vous explique que, par exemple, vous ne pouvez pas nier que le CSA a épinglé votre chaîne récemment sur le pluralisme politique et le fait d'avoir plutôt offert la parole à des candidats d'extrême droite. Le temps de parole sera entièrement respecté. La mise en demeure de CNews pour manquement à ses obligations en matière de pluralisme politique. Et à votre avis, quel parti a été privilégié? Le RN, évidemment. CNews a déclaré 7 minutes de temps de parole pour le RN. Temps réel, 1 heure. 36% des invités politiques de CNews depuis 1 an sont d'extrême droite. Le CSA, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui est, si on peut comparer, l'espèce de CRTC français. Autre extrait, tout à fait divertissant. Mais sur les mêmes plateaux, vous allez avoir des invités de la France insoumise, vous allez avoir des invités de la tangente, je vous dirais, de la tangente plus du parti au gouvernement d'Emmanuel Macron. Vous allez avoir des fois des invités du RN. Donc, c'est assez varié. On a allumé CNews à 7h, l'invité. Thierry Mariani, bonjour. Bonjour. Eurodéputé Rassemblement National. Le lien entre immigration et terrorisme est évident. Merci Thierry Mariani. Du coup, on est resté sur CNews, 8h. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Mais on voit bien que le lien entre l'immigration et le terrorisme, il est évident. Merci. Du coup, on est resté à 9h. Gilbert Collard est avec nous. Les sans-papiers, des passeurs, demandeurs d'asile. Gilbert Collard, merci en tout cas d'être là. Merci à vous. Même chaîne, 10h. La Capelle, bonjour. Merci d'être là, député européen du Rassemblement National. Ouais. Il y avait un lien entre l'immigration et il y avait un lien entre l'islamisme radical. Merci beaucoup. Même chaîne, midi. Andrea Cotarac, tête de liste en Auvergne-Rhône-Alpes, et vous avez le soutien de Rassemblement National. D'abord, je crois que sur la question, le lien immigration et attentat, il est aujourd'hui évident. Laurence Ferrari, c'est le visage sympathique des fachos. Oh, ça c'était Léa Salamé que j'adore, qui a terminé ce segment-là, qu'on a souvent entendu à On n'est pas couché, entre autres. Cela dit, je vais donner raison à Karima Brick pour quelque chose. Sur CNews, il y a parfois une diversité d'esprit. Il y a même des émissions qui vont au-delà de la politique humaine. Bienvenue dans Enquête d'esprit, c'est une réalité plus sournoise que tous les virus, plus dangereuse que toutes les épidémies, plus contagieuse aussi que toutes les infections.
mais elle est rarement évoquée et encore moins prise au sérieux. Cette réalité, ce sont les forces du mal sous toutes leurs manifestations. Elles étendent leur pouvoir dans toutes les sphères de la société. L'actualité le montre amplement pour nous conduire au désespoir. Mais dans ce combat spirituel, nous avons un allié, l'archange Saint-Michel, dont c'était la fête ce 29 septembre. Ce grand pourfendeur du démon incarne la lutte du bien contre le mal et la victoire du bien. Il n'y a donc pas lieu de s'affoler. Alors voilà, s'il y a quelque chose que Radio-Canada pourrait faire, oui, c'est faire attention aux mots en haine, mais peut-être aussi ne pas normaliser une chaîne comme CNews. Alors voilà, gros épisode, je vous l'ai dit, tantôt il va y avoir Philippe de Grosbois, mais maintenant, tout de suite, on va rejoindre Godefroy Lorando qui nous offre une chronique fouillée. C'est presque un travail d'enquête qu'il a fait, et malgré le fait que Godefroy, cette semaine, a été terrassé par la COVID. Hey, bon épisode tout le monde. On retrouve God Lorando qui n'est pas dans les luxueux studios de la base. Vous n'avez pas vu les nouveaux studios, Godefroy? Non, il paraît que les rénovations sont somptueuses. Pas en tout. Mais on a un divan en cuir, alors ça, je le répète. Je vais le répéter chaque semaine. Ben oui, on a un divan en cuir, donc c'est extrêmement extra. Ouais, maintenant, vous n'êtes pas là parce que vous êtes malade. Je suis malade, Fred. J'ai la COVID, c'est bon. Vous êtes un des rares à l'avoir. Ben oui, en ce moment, je me sens très spécial d'avoir attrapé la COVID, un peu comme à Noël l'année passée quand je l'ai attrapé en même temps qu'à peu près tout le monde. Mais cela dit, Godefroy, j'ai l'impression que la COVID que vous avez, elle est beaucoup moins grave parce qu'on n'en parle plus beaucoup. Exactement. En santé publique et le docteur Boileau, on le voit moins. Il est parti faire la plongée sous-marine. Mais Fred, dans les CPE, là, on a reçu des directives de la santé publique de Montréal qui nous ont envoyé pour la toute première fois depuis le début de la pandémie en 2020, une directive dans laquelle on ne fait plus vraiment la différence entre, mettons, une sévère gastro ou donc très contagieuse, ou encore une infection pulmonaire sévère, qui a des atteintes sur la fièvre et tout ça. Il y en a beaucoup ces temps-ci. Ou encore la COVID, il y en a énormément. On ne partira pas là-dessus, mais tout ça pour dire qu'il y a vraiment on a mis l'accent, enfin, et pour moi c'est un point tournant, je crois, dans cette pandémie, qui n'est pas terminée évidemment, c'est que là, on ramène la COVID au même niveau que d'autres maladies respiratoires. Et donc, il n'y a plus vraiment, c'est plus écrit dans le gros logigramme là, de OK, si vous avez tel symptôme, faites telle chose, allez passer un test. Il n'y a plus la phrase allez passer un test. Nulle part. Mais ça, c'est bon, ça? Alors, c'est pas bon? Mais ça, c'est pas bon? Je dirais que c'est quelque chose, c'est assumé. Ah oui. C'est assumé, c'est-à-dire, c'est pas si important que ça si tu as la COVID, parce que là, on ne fait plus vraiment attention, mais on excluait encore, il n'y a pas si longtemps, des gens qui avaient la COVID, pouvaient manquer 10 jours de travail, 5 jours de travail. Si c'est rendu plus important, mais qu'est-ce qu'on fait? On ramène ça au même niveau que d'autres maladies, puis en même temps, on rappelle qu'une personne malade ne devrait pas être au CPE, ne devrait pas être au travail, COVID ou non. Puis ça, j'avoue qu'il y a quelque chose là-dedans que je trouve logique. Mais je me rends compte que j'ai une fatigue par rapport à ça, et c'est pour ça que je suis content que vous nous parliez de complètement autre chose dans votre chronique aujourd'hui, Godefroy. Complètement d'autre chose. Je vous parle, on va ouvrir, Fred, avec nos amis de l'Abitibi. Oui, parce qu'on a des auditeurs partout. Oui. Et, on a des informateurs. Oui, il y en a qui nous ont écrit pour nous dire « Avez-vous vu ça passer? » Et en fait, pas du tout. Même Thomas Gerbet ne l'a pas souligné. Fred, ça semble un peu absurde. En cette année 2022, où la fonderie Horn n'a peut-être jamais eu aussi mauvaise presse, ça a même... C'est pas que c'était bon avant, là, la presse. Non, mais ça n'a jamais été aussi soutenu que cet été. Puis là, on avait des résultats de recherche qui vraiment chiffraient à quel point le fait de vivre autour de la fonderie Horn augmentait vos chances de mourir d'un cancer. On s'entend. Évidemment, il y a des gens aussi qui vont toujours avoir si on veut, le curseur un peu plus à droite, en tout cas, un peu pro-activité économique, qui vont vous dire, si vous faites fermer une compagnie aussi grosse, ça va avoir des conséquences bien plus graves que 0,06 chance de plus d'avoir le cancer. Si tu perds ta job, tu deviens pauvre. Ça va te faire mourir de d'autres choses. Mais bref, Fred, la fonderie Horn a reçu un prix remis par la Chambre de commerce industriel de Rouyn-Noranda. C'est un grand gala annuel, Fred. On n'a pas encore été invité là-bas. C'est le gala des extras. Donc, c'est le prix des extras. Ça existe depuis les années 80. Donc et puis, ils ont remis le prix engagement communautaire à la fonderie Horn. Mais c'est belle. Il n'y a pas juste du négatif, donc, dans tout ça.
Alors, trop facile, Fred. Hein? On pourrait tellement dire, allons-y pour une petite facile. Alors, bien sûr, c'est un engagement de tous les instants, Fred, d'entrer dans les poumons d'une communauté et d'augmenter leurs chances de les faire mourir. Mais c'était pas ça l'idée. Je ne voulais pas y aller avec la facilité. Je me suis dit, Fred va faire ça. Fred pourra souligner à quel point c'est absurde. Je me suis dit, c'est quoi ce prix de tabarouette? Alors, Fred, j'ai tendu la main, comme le veut. On en a parlé ici. On essaie d'ouvrir le dialogue. Oui. Fred, le président de la Chambre de commerce, m'a rappelé. Mais voyons! Il m'a rappelé, et plus que ça, c'est un auditeur, Fred. Monsieur David Lecourt, président de la Chambre de commerce industrielle de Rouen, est un auditeur de la balado. Alors, est-ce que c'est possible de vérifier cette affirmation? Non. Mais vraiment, ça semble tout à fait possible. Oui, on va vérifier, Godefroy. C'est très, très simple. Si M. Lecourt est effectivement un auditeur, je l'invite à participer à la présente campagne de financement de la balado. Là, je vais pouvoir avoir une preuve et je vais pouvoir le souligner dans un épisode subséquent. Parce que là, je ne peux pas évidemment savoir qui écoute parmi les 8000 téléchargements par semaine. J'ai pas les courriels de tous ces gens-là. Mais si jamais ils nous écoutent et ont envie de donner un 60$ pour avoir du contenu exclusif, un peu comme la fonderie Horn qui envoie du contenu exclusif à la population de Rouen, je pourrais le saluer dans un prochain épisode. Fred, il a vraiment pris le temps de me rappeler. C'est gentil. Déjà là, je me suis dit, parce que évidemment, j'avais expliqué que mon but, c'était pas de ramasser la situation, c'était juste d'expliquer. Alors, est-ce que vous me permettez de donner un peu de visibilité à la fonderie Horn et à la Chambre de commerce pour expliquer leur point de vue? Alors, Fred, ce qu'il faut comprendre, c'est que le jury n'est pas lié directement à la Chambre de commerce. Donc, la Chambre de commerce ne décide pas qui est récipiendaire des prix. On ne sait pas non plus combien de candidats ont proposé leur propre nom, mais il paraît qu'il y en avait beaucoup. Et ce qu'on veut souligner, ce n'est pas l'engagement financier d'une compagnie ou d'une organisation, c'est plutôt l'engagement des employés. Et donc, quand ça a été remis, ce prix-là, ce qui a été souligné, c'est que les employés de la fonderie sont extrêmement impliqués dans la ville. Et lui, ce qu'il me disait, puis je trouvais ça intéressant, ça rajoutait une petite couche de vie humaine à tout ça. Les employés de la fonderie Horn, en tout cas, il y en a peut-être plusieurs en ce moment qui passent un peu un mauvais quart d'heure dans leur soi-même intérieur, en sachant qu'ils sont au cœur de cette controverse-là, puis que c'est leur gagne-pain, et qu'ils se font parfois invectiver, tout simplement, par des gens qui ne savent pas ce que c'est que de travailler dans une entreprise comme celle-là. C'était ça un peu qui avait été mis de l'avant. C'était on peut reconnaître l'effort individuel de ces gens-là. Après ça, évidemment que la fonderie va reprendre ça puis en profiter pour travailler son image. Mais bref, c'est pour ça, Fred, que la fonderie Horn a gagné. Lui, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il était à l'aise avec ce prix-là. Il y a aussi un autre prix qui s'appelle Engagement pour l'environnement, pour la qualité de l'environnement, et il aurait été mal à l'aise si la fonderie avait gagné ce prix. Mais là, vous n'avez pas juste parlé à lui cette semaine, je crois. Hein? Non, j'ai parlé aussi à Pierre-Olivier Pinault, Fred, parce que j'avais vraiment, vraiment envie de vous parler d'Hydro-Québec. Celle à qui j'aurais vraiment aimé parler, c'est Sophie Brochu. Sauf que elle me fait trop peur. Je pourrais pas vous dire que c'est parce qu'elle est inaccessible et que j'ai essayé de la rejoindre. C'est pas ça la vraie raison. La vraie raison, c'est que cette madame-là me fait peur. Et ce n'est pas dans le sens que c'est une personne violente ou menaçante, mais elle a une telle confiance en elle. Moi, je l'ai vue beaucoup à la CAPERN, donc la commission parlementaire, justement, des ressources naturelles et de l'énergie. Vous regardez ça, ces affaires-là, vous? Oui, moins cette année, mais je m'étais... C'est le ministre Julien qui m'avait beaucoup attiré. Lui aussi, il fait peur. Oui, mais quand on voit le ministre Julien avec Sophie Brochu, on se dit « Ah, tiens. » Les robots existent. Non, on se dit n'est pas encore arrivé celui qui va déstabiliser cette madame-là, Fred. Je l'ai entendu dans plusieurs entrevues pour préparer cet épisode-ci. Et c'est quelqu'un... Vous savez, quand on est en entrevue, c'est facile de suivre le ton de la personne qui nous pose des questions. C'est vrai. Et on peut acquiescer à peu près n'importe quoi, à des demi-arguments. Enfin, oui, c'est vrai, vous avez raison. Oui, vous avez raison, tout à fait. Elle ne dit jamais ça. Ouais. Elle va préciser ce qui vient d'être avancé par la personne qui l'interviewe. Elle me semble être sur une traque mentale indélogeable. Et de savoir que c'est cette femme-là qui a été à Énergir, avant à Gaz Métro, et qui est depuis 30 ans, finalement, dans le milieu des énergies. Elle a commencé à la SOCIP,
comme courtière, dans le fond, en énergie. Oui. Et elle a aussi, Fred, étudié au Conservatoire d'art dramatique de Québec. Ah, intéressant. Intéressant, et on ne l'aurait pas deviné. Non. Non. Mais ça lui donne des arcs de plus à ses flèches, comme on dit dans le milieu. Il vaut mieux toujours avoir 7-8 arcs sur ses flèches. Et donc, Fred, c'est elle qui est à la tête d'Hydro-Québec depuis 2020 et qui en mène large, qui m'impressionne et qui est à la tête d'un monstre, Hydro-Québec, et qui va piloter sans doute les plus grandes décisions qui vont se prendre pour l'avenir énergétique du Québec depuis les grands barrages. Ah oui, quand même. Et j'ai lu, Fred, pour vous, et relu un livre qui s'appelle Branché et Hydro-Québec et le futur de l'électricité. C'est un livre qui a été écrit avec la case d'Hydro-Québec, donc c'est pas un brûlot. C'est pas un brûlot du tout. C'est Jean-Benoît Nadeau et Julie Barlow qui l'ont écrit, deux journalistes. Oui. J'ai lu ça. Ça date d'avant l'arrivée de Mme Brochu. Et j'aime beaucoup m'informer sur Hydro-Québec. C'est un sujet qui me fascine. Et donc, ce qui s'en vient avec l'électrification, on a parlé, Fred, d'hydrogène ici. Oui. On a parlé de beaucoup de choses. Mais quand on parlait d'hydrogène, il y avait comme une espèce de vague là, de grand intérêt sur l'avenir au Québec. On va être capable de produire plein d'hydrogène. Oui. Qui c'est qui a ramené les pendules à l'heure, Fred? C'est Hydro-Québec qui a dit attendez une seconde. Choisir d'investir notre électricité verte pour produire de l'hydrogène, il faut que ça reste marginal. Parce qu'on ne pourra pas accepter n'importe quel nouveau projet énergivore, même si c'est populaire. Et donc, c'est un peu le message d'Hydro-Québec. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est bien en selle pour ces grandes décisions-là. Et là, dans les journaux, on a entendu parler d'Hydro-Québec beaucoup dans les derniers mois. Il y a eu une acquisition d'actifs de production hydroélectrique aux États-Unis. Je ne m'attendrai pas à ça, mais c'est une très, très grosse nouvelle. Et là, ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, premièrement, c'est sa prise de parole avant même que le super ministre Fitzgibbon, oui. Pierrot, comme on l'appelle, Pierrot Fitzgibbon, Pierrot la Lune, Pierrot l'éthique. Oui. OK. Fred, le 12 octobre, elle a été en entrevue à Paul Arcand. On en a beaucoup entendu parler. Et avant même que Fitzgibbon devienne super ministre responsable de l'énergie et du développement économique, ouais. Elle a mis son pied à terre en disant, là, si vous me dites que ce qui s'en vient avec ce ministre-là, c'est plus de projets, plus vite, tout de suite, puis ouais, les kilowattheures, fournis-les, je vais démissionner d'Hydro-Québec. Ce qui a fait dire à Fitzgibbon, quand il est devenu super ministre de l'Énergie et compagnie, je n'ai aucun problème avec Mme Brochu. Moi, j'ai des employés, Fred, là, quand ils me disent j'ai aucun problème avec telle personne, d'habitude, le sous-texte, c'est j'ai un sale problème avec cette personne. Oui, c'est ça qu'on a dit. C'est à suivre. C'est à suivre. Mais donc, Fred, cette dame que je vais suivre pour vous, une des choses qu'elle a faites, et je pense pas que le public de la balado l'a réalisé, c'est qu'on a aboli à Hydro-Québec, elle a annoncé qu'elle le ferait, puis elle l'a fait, les 3 divisions. Oui. Il y avait la division transport, donc Transénergie, qui est en gros les grandes lignes de transport qui traversent la province. On ne parle pas des fils dans vos ruelles, ça c'est Hydro-Québec Distribution. Il y avait Hydro-Québec Production, donc tout ce qui est la production éolienne, solaire et évidemment hydroélectrique. Et finalement, Hydro-Québec Distribution qui met des compteurs cancérigènes dans vos sous-sols. Oui. Éditorial. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Bien, c'est évidemment que je n'avais pas la réponse à ça, donc j'ai creusé un peu. Puis la première question, c'était d'où viennent ces divisions-là? Ouais. Pourquoi est-ce qu'il y en a eu? En gros, ça remonte à 96-97, quand le marché américain de l'énergie s'est ouvert. Et donc, Montréal, le Québec avait envie d'avoir un parquet d'échanges boursiers, mais spécifiquement pour l'électricité. Et évidemment que acheter et vendre de l'électricité, ça ne se fait pas dans nos frontières à nous, parce que nous, c'est un bloc monolithique, en fait, c'est 3 entités. Ce qui est intéressant, c'est de vendre notre électricité aux États-Unis. Et pour pouvoir avoir accès à ces marchés-là, il fallait présenter autre chose qu'un monolithe qui gère tout, de la production au transport jusqu'à la distribution. Parce qu'en gros, une compagnie qui gère tout ça peut très bien réserver 100% de ses capacités de transport pour elle-même et donc fermer le marché à 100% aux gens de l'extérieur. Ouais. Et pour être capable d'envahir, si on veut, ou d'exploiter les marchés américains, il fallait proposer quelque chose. Et ce qui a été fait, c'est donc 3 divisions
autonomes qui fonctionnaient comme des entreprises particulières dans leur propre réseau et qui avaient des échanges avec les autres distributeurs ou les autres producteurs ou les autres transporteurs. Et ce que j'ai appris en parlant avec M. Pinault, Pierre-Olivier Pinault de la chaire de l'énergie des HEC, que j'ai rejoint pour l'émission d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie expertise québécoise en transactions énergétiques boursières en temps réel. C'est-à-dire, quand on entend parler des ventes annuelles de 25 mégawatts d'électricité, ou est-ce des térawatts, il va falloir vérifier, mais ce qu'on vend aux États-Unis chaque année, c'est tout sur le marché spot. C'est-à-dire, on détermine à un certain moment qu'il y a un manque, il y a une zone nuageuse qui envahit une zone américaine où il y a beaucoup de panneaux solaires, et dans 4 heures, ils vont manquer d'électricité, eux autres. Alors, on attend, et on attend que le prix monte, et là, tout à coup, on offre d'aller porter à la frontière américaine, littéralement. On utilise la connexion, ça pourrait par exemple être une connexion, Fred, en Ontario, une première interconnexion Québec-Ontario. On achemine l'électricité à cet endroit-là. Ensuite, on l'achemine à la frontière américaine, et là, il y a un acheteur américain qui va acheter l'électricité parce qu'il en a besoin, et l'électricité va entrer dans le réseau américain par la frontière et va sortir à un autre bout complètement. Et en faisant ça, on fait des ventes de plusieurs milliards de dollars d'électricité, mais on n'aurait jamais pu faire ça si on n'avait pas subdivisé les 3 divisions d'Hydro-Québec. Et là, ce que je ne comprenais pas, Fred, pourquoi est-ce que là, on abolit ça? Et la principale raison, c'est une vision un peu... c'est une image que Sophie Brochu met de l'avant, c'est-à-dire une hydro, et non pas 3 sous-sections. C'est intéressant pour les gens qui travaillent chez Hydro, donc pas pour vous et moi, Fred, jusqu'ici. Ça veut dire que si tu rentres dans une section d'Hydro, tu peux très bien te ramasser ailleurs, alors qu'avant, c'était un peu des silos. Il y a des économies d'échelle aussi. Donc, les Québécois pourraient économiser de l'argent en ayant moins de PDG pour chacune des sections. J'ai lu ce que l'IRIS avait à dire là-dessus, et alors que je me serais attendu à ce qu'il parle de dépossession, comme c'est souvent le cas avec l'IRIS, dans ce cas-ci, ce qu'on disait, c'est plutôt, il va falloir surveiller parce que a priori, on dirait que ça ne va rien coûter de plus aux Québécois, puis il n'y a rien de menaçant. Moi, ce que je ne comprenais pas, Fred, c'est qu'est-ce que ça change, finalement. C'est ça. Et donc, ce que lui dit, M. Pinault, c'est que c'est un peu particulier. Là, pour n'importe quelle personne qui veut dealer avec Hydro-Québec, de faire affaire avec une division, c'était plus simple. En Europe, ce qu'on essaie de faire, c'est ce qu'il m'expliquait, c'est d'avoir des systèmes très, très intégrés, par exemple, de transport entre les pays. Et pour pouvoir transiger entre différents transporteurs, ça prend des sections, des divisions de transport. S'il y avait une entité, l'Allemagne, mettons, pour laquelle tout ce qui est transport est inclus dans une autre division qui fait, elle, toute la production et toute la vente, ça fait un drôle de partenaire. Et donc, Hydro-Québec, en Amérique du Nord, est un géant monumental, et le fait de ne plus avoir de division, ça va rendre un peu plus compliqué les rapports avec nos voisins. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est tout simplement un peu bizarre parce que Hydro-Québec, ce qui était Hydro-Québec Production, maintenant fait des appels d'offres. Après ça, se retourne vers Hydro-Québec Transport. Ils s'offrent des choses à eux-mêmes et ça commence à être un peu bizarre. C'est ce qu'il nous explique dans un extrait que j'ai pour vous. On a une compagnie qui se soumet à elle-même des projets qu'elle développe. Maintenant que ce ne sont plus des divisions, eh bien, on ne peut même plus dire que c'est une division indépendante qui soumet un projet à une autre division indépendante. C'est moi-même qui me propose à moi-même des choses et qui suis en concurrence avec d'autres personnes. Donc, il faut espérer que de la transparence dans les choix. J'ai plutôt tendance à le croire parce qu'il y a aussi la Régie de l'énergie là, qui doit approuver le choix des contrats, mais ça reste un petit peu particulier comme situation. Oui, là, il rappelle que la Régie de l'énergie va devoir approuver tout ça, là. Effectivement. Puis, s'il y a une chose qu'on sait, vous et moi, Fred, à cause de mes fameux travaux sur le projet de loi 34, c'était que la Régie de l'énergie a perdu des pouvoirs dernièrement. Au lieu de simplement soumettre ces augmentations de tarifs à la Régie, maintenant, c'est l'indexion qui va être appliquée pour les prochains 5 ans. Non, mais il nous donne des chèques pour compenser. C'est ça qui est fun. Mais Fred, ce que monsieur... Il nous donne des chèques. Ça donne le goût d'aller voter. Oui.
Fred, ce que Pinault disait, finalement, c'était que tout ce qui, dans le futur, va gruger des pouvoirs à la Régie de l'énergie devrait être très sérieusement analysé. Entre autres, à cause de ça, parce qu'en ayant un tel géant qui intègre les 3 divisions qui étaient avant séparées, si la transparence... Mme Brochu a toujours parlé de transparence depuis qu'elle est là, et il avait l'air à dire qu'il n'était pas trop inquiet de cet enjeu-là, mais disons que tout ce qui pourrait égrener les pouvoirs de la Régie de l'énergie devrait nous inquiéter beaucoup. Un autre élément très important, et Mme Brochu, quand elle parle de ça, elle devient un petit peu les joues rouges. Et je ne la juge pas parce que ça peut être extrêmement frustrant. Quand Hydro-Québec propose travail pour des contrats aux États-Unis, et là, Fred, c'est intéressant parce que quand on parle des grands contrats vers le Maine ou des grands contrats vers New York dont on entend parler, il faut comprendre qu'au bout de la ligne, on ne vendra pas plus d'électricité à l'extérieur qu'on en vend déjà. C'est plutôt qu'au lieu d'être sur les marchés spot dont je parlais tantôt, ça va être des contrats d'approvisionnement à long terme qui sont importants, entre autres, parce qu'ils vont permettre de rajouter des interconnexions et c'est de ça qu'on manque. Ah oui. Et donc, les projets de développement de lignes à la frontière pour Hydro-Québec, là, c'est majeur. Oui. Et parmi les groupes qui s'opposent à ça, il y a souvent des groupes qui sont soutenus par les énergies fossiles parce que, tout simplement, ce que Hydro-Québec offre, c'est une énergie qui est très, très, très fiable en termes de... À tous les jours, l'énergie qu'on offre ne change pas, tandis que l'éolien et le solaire dépendent complètement de la météo. Tout à fait. Et aux États-Unis, si vous voulez vous appuyer sur autre chose, vous avez une option, c'est les centrales thermiques au gaz naturel ou au mazout, qui sont, eux, pas du tout des réponses à la décarbonation. Alors, si Hydro-Québec arrive comme la solution du futur, il y a des gens qui ne sont pas contents. Eh bien, l'abolition de ces 3 divisions-là, Fred, je vous rappelle, qui avait été créé pour avoir le droit d'aller jouer sur les marchés américains, pourrait être réutilisé justement par les producteurs de gaz naturel et jouer contre Hydro-Québec. Les États-Unis, c'est pas un bloc monolithique. Là. Il y a des producteurs au gaz naturel qui mettent les bâtons dans les roues des projets Hydro-Québec qui pourraient regarder la situation québécoise et dire c'est problématique et qui pourraient justement prendre un malin plaisir à mettre des bâtons dans les roues d'Hydro-Québec à ce niveau-là, justement pour empêcher les exportations et permettre à leurs activités émettrices de continuer. Bon, c'est un peu bizarre, Godefroy, là, jusqu'à présent, tout ça, parce que là, le prof Pinault dit que la décision d'abolir les divisions, ça pourrait nuire à Hydro-Québec. Alors, on se demande pourquoi les abolir? En fait, ce qu'il dit, c'est qu'il n'est pas juriste. Et donc, les arguments qui pourraient se retourner contre Hydro, ce sont des arguments légaux. Et par contre, ce qu'il disait aussi, c'est « je présume qu'Hydro-Québec a fait ses devoirs ». Finalement, ça ne semble pas être une grosse affaire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être une grosse affaire dans la mesure où le gouvernement actuel n'arrête pas de vendre l'idée que le Québec peut devenir la batterie verte. Et ça pourrait être un argument. De l'Amérique du Nord, donc. Et encore une fois, c'est de se poser des questions parfois mène à d'autres questions. Ouais, voilà. Et si jamais j'ai le courage, j'appellerai Mme Brochu directement. Éventuellement, moi, je pense que vous devriez. Laissez-moi me préparer. Si le président de la Chambre de commerce industriel vous rappelle, c'est que vous avez une crédibilité quand même, Godefroy. Énorme. Et je pense que ça a tout à voir avec le fait que vous avez un sofa en cuir. Probablement, je sens une perception différente dans ces milieux-là, mais peut-être que Sophie Brochu est également une auditrice. Fred, moi, ce que je retiens de tout ça, Fred, c'est vraiment que, advenant que cette unification d'Hydro-Québec soit collée avec une baisse de la transparence et une baisse des pouvoirs des organismes de contrôle, qui sont la Régie de l'énergie, il y aurait lieu de s'inquiéter. Et ensuite, il y avait un autre élément très, très important. Puis là, c'est drôle parce que ça date de cet été. C'est revenu dans les médias en octobre et en novembre parce qu'il y a des études qui sont sorties. Mais voilà, je vous en parle. Hydro-Québec s'est entendu avec l'ancien employeur de Mme Brochu, Énergir, pour une entente qui a été signée en mai 2022, qui a été approuvée par la Régie de l'énergie. Et cette entente-là, Fred, organise et chapeaute la transition qu'Hydro-Québec veut faire en proposant aux résidences, donc des gens qui ont des maisons chauffées au gaz naturel, pour transformer leur chaudière qui brûle du gaz naturel. Et le problème, c'est quoi? C'est que c'est un gaz à effet de serre à cause du méthane, surtout à cause des fuites, puisque c'est un gaz qui est de plus en plus issu de la fracturation dans l'Ouest canadien. Alors qu'il y a 20 ans, on voyait le gaz naturel comme quelque chose de relativement bien par rapport au mazout. Oui. Maintenant, on comprend que ce n'est plus le cas. Ouais. Et donc, on veut faire l'électrification directe. Quand on parlait, Fred, de l'hydrogène, une des choses qu'on a compris, c'est que
penser à intégrer, par exemple, de l'hydrogène dans le gaz naturel pour diminuer l'empreinte carbone du gaz naturel, c'est une idée ridicule. L'idéal, c'est l'électrification directe. Ouais. Et donc, électrifier directement des maisons, ça veut dire enlever des chaudières, des chaufferettes, des fournaises à gaz, puis les remplacer par des fournaises électriques. Oui. Mais ça ajoute un gros problème pendant les pointes hivernales, c'est-à-dire que toute cette demande électrique, cette puissance demandée, va faire que Hydro-Québec va atteindre ses limites. Et là, il faut trouver une façon de déplacer la pointe ou de réduire la pointe. Puis ce que cette entente-là fait, c'est qu'on garde un approvisionnement dans ces maisons-là en gaz naturel. Et ce qu'on installe, c'est une fournaise biénergie. C'est-à-dire que quand on arrive dans une période de pointe où on sait que l'électricité, la puissance en mégawatts va être un problème, bien là, on démarre des petits brûleurs dans chacune de ces fournaises-là et on passe au chauffage au gaz. Okay. Et ça permet de survivre électriquement parlant. Et ça permet aussi, économiquement parlant, selon certains, à Énergir de survivre. Parce que ça crée une entente pour assurer à l'avenir des revenus minimaux à Énergir, alors que tu as des personnes qui disent non, on devrait sortir du gaz naturel, point final. Vous savez qui est le directeur général, président d'Énergir? Non, est-ce que c'est monsieur Lecourt de la... Non, c'est Éric Lafrance. D'accord, parlez-moi de lui. Qui, lui, est un auditeur de la balado. Et un donateur, parce qu'il m'écrit souvent. OK. Alors, peut-être qu'il y aura quelque chose à dire. Ne vous étonnez pas, Godefroy, de recevoir un courriel la semaine prochaine. Je pense qu'il va être d'accord, Fred. Il est ultra sympathique. Comme d'habitude, Fred, je suis ouvert à la discussion. C'est mon pain et mon beurre. On est dans le dialogue. Oui, et on essaie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont opposés à cette entente-là parce que on ne sort pas du gaz naturel. Et en plus, Hydro-Québec s'engage, c'est ça l'entente, à verser 500 millions de dollars à Énergir pour les compenser pour cette perte de clientèle. Et ça va être absorbé par Hydro-Québec. Fait qu'on va payer. Par des hausses de tarifs. Oui, voilà. Et là, qui ne seront pas soumises à la Régie de l'énergie et qui seront simplement indexées. Oui, en effet. Oui. Progressivement. C'est bien. Tout ça est bien pensé. C'est tout ça a beaucoup de ramifications. Oui. Et donc, bien malin celui qui a l'impression d'avoir fait le tour de la question. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est une entente qui est contestée, notamment par des groupes écologiques, mais pas juste ça. Il y a aussi des groupes de consommateurs d'électricité industrielle qui se sont opposés à cette entente-là. Ça me semblait un peu étonnant. Et la grande raison, c'est finalement que ça va faire un choc tarifaire et que l'électricité va être vendue plus cher à cause de ça, à cause de ce 500 millions. Et il y a une étude, Fred, qui est sortie il y a quelques semaines, il n'y a pas longtemps. Et ça, c'était vraiment intéressant parce qu'on nous disait, c'est une étude d'éco-habitation qui est sortie dans les journaux et qui a été vraiment repris par tout le monde. Et je vous résume ça. C'est que le choix qu'Hydro-Québec a fait d'y aller pour des fournaises biénergie, c'est-à-dire électriques quasiment tout le temps, mais une couple d'heures par année au gaz naturel, moyennant une entente de 500 millions avec Énergir, eh bien, ce qu'ils auraient pu choisir, c'est un autre système où l'électrification est totale. Et plutôt que de gérer la pointe en allumant des brûleurs, on utilise quelque chose de fantastique qui s'appelle le stockage de chaleur. Et là, on arrive dans quelque chose que je ne connaissais pas et qui est... Ça vous a fait frétiller. Ça m'a fait frétiller. Puis en plus, ça rejoint... de la connaissance. Absolument. Et on sait que d'accumuler de l'électricité dans des batteries, c'est pas si efficace. Ça demande beaucoup de chimie complexe. Et la performance s'améliore, mais il n'y a jamais personne qui a dit c'est une super idée d'accumuler sans arrêt beaucoup à travers des batteries. Ouais. Et là, plutôt que d'accumuler de l'électricité, on accumule de la chaleur. Vous rappelez-vous, Pinot avait parlé d'un truc du genre, Fred, avec accumuler de la chaleur dans nos chauffe-eau. Oui. C'était de dire, on pourrait, pour éviter la pointe, tout le monde qui prend sa douche à la même heure, on pourrait augmenter la température des chauffe-eau au milieu de la nuit, quand personne n'a besoin d'électricité. Et ensuite, quand on a besoin, tout le monde ensemble, de chauffe-eau, de chaleur le matin, nos chauffe-eau sont un peu plus chauds et on accumule la chaleur. Là, c'est autre chose. Là, c'est qu'au moment où personne n'a besoin de chauffer sa maison, parce qu'il fait très beau, ou que les gens ne sont pas dans la maison, on consomme de l'électricité, on produit de la chaleur et on emmagasine cette chaleur dans une espèce de frigidaire. Imaginez-vous comme format un réfrigérateur qui est plein de céramique ou de quelque chose de très lourd qui permet d'accumuler beaucoup de chaleur et qui est isolé, au même titre qu'un frigidaire ou qu'un chauffe-eau. Et on peut faire monter ça à 500, 600, 700 degrés. Donc, c'est très, 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 très chaud et ça accumule
une grande quantité d'énergie, mais pas sous forme d'électricité, de chaleur. Et plus tard dans la journée, quand la période de pointe de demande électrique arrive, bien, plutôt que votre demande électrique soit au maximum, bien, on va puiser dans cette réserve de chaleur et on chauffe votre maison avec de la chaleur accumulée à un moment où l'électricité... Et donc, ce que l'étude disait, c'est si on avait choisi, par exemple, des technologies de stockage de la chaleur, bien, premièrement, ça coûte moins cher que ce qu'Hydro-Québec propose à travers les chaudières biénergie, et on n'aurait pas à rester lié à un gaz à effet de serre comme le gaz naturel pour plusieurs années à travers une entente. Et donc, eux disent, et puis c'est ça qui a été repris partout, Hydro-Québec a choisi une entente qui n'est pas avantageuse. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça, Fred? C'est parce que Énergir est rendu un boulet pour la caisse de dépôt. Il y a des financiers d'Énergir qui se sont retirés dans les derniers mois et dernières années. Et là, parmi les seuls qui soutiennent encore Énergir, il y aurait la caisse de dépôt. Évidemment, la caisse de dépôt, c'est notre argent. Ben oui. Fred, un peu moins à vous et moi que d'autres personnes, mais quand même, on en a un peu dedans. J'en ai. Moi aussi, j'en ai. Mais tout ça pour dire que l'argument qui était avancé, c'est c'est une entente qui sert finalement à sauver Énergir. Or, M. Pinault, qu'en pensez-vous? Lui, ce qu'il m'explique, c'est que toutes les technologies, Fred, de déplacement de la pointe, que ce soit ces chauffe-eau à lui dont il parlait, que ce soit nos batteries de voitures électriques dans le futur qui pourraient servir d'accumulateurs d'électricité au moment où les pointes sont basses, pour ensuite chauffer notre maison, par exemple, avec nos batteries de char au moment où la pointe est au maximum, ou encore cette technologie qu'on ne connaissait pas de stockage de chaleur, tout ça va être utile de toute façon. Et donc, l'entente Énergir Hydro-Québec n'exclut pas toutes ces bonnes idées-là, mais en plus, c'est une entente d'électrification qui va presque nous débarrasser du gaz naturel. Et il y a plusieurs arguments en faveur de cette entente-là, finalement. Ben, premièrement, ça coûterait encore plus cher à Hydro-Québec parce que l'électrification de ces bâtiments-là coûterait très très cher étant donné la nouvelle pointe qui serait ajoutée. Ça mettrait Énergir en position probablement de faillite financière. Et si on perdait les consommateurs résidentiels, eh bien, les coûts du gaz naturel exploseraient pour les autres types de consommateurs. On aurait une révolte industrielle et commerciale peut-être sans précédent. Et donc, on créerait un mini-chaos dans le secteur de l'énergie, alors qu'on peut l'éviter. Et qu'on peut l'éviter en plus avec une entente qui fait en sorte qu'on décarbonise, qu'on électrifie. Alors, véritablement, je ne comprends pas l'acharnement et l'opposition de plusieurs acteurs contre cette entente-là qui est probablement pas parfaite, mais nous amène vraiment dans une bonne direction. C'est intéressant, ce gars. Dans le fond, est-ce qu'Énergir est, comme on dit au sud de la frontière, too big to fail? En même temps, c'est peut-être pas le bon terme parce que M. Pinault le dit, éventuellement, cette entente-là, elle va quand même électrifier ce qui reste à électrifier dans le résidentiel. Je pense qu'on parle de 96 % d'électrification, Fred. Donc, c'est vraiment énorme. Puis c'est quelques heures par année, par maison, où on va utiliser du gaz naturel. Et ce qu'il dit, c'est que le 500 millions qu'il faut donner à Énergir, bien, finalement... c'est pour éviter un chaos. Selon son... Comprenez-vous l'idée, Fred? Dans le fond, c'est que si jamais on coupe complètement l'utilisation du gaz naturel dans les maisons, bien là, tout le réseau d'Énergir devient... impossible à soutenir parce qu'il n'y a pas assez de clients. Et à cause de ça, il y a des endroits, les fameux endroits impossibles à électrifier comme des fonderies, comme des aciéries, des endroits où on doit atteindre des chaleurs là, qui sont pratiquement impossibles à l'électricité. Mais là, ces gens-là doivent être, encore une fois, approvisionnés en gaz naturel. Puis si on perd toute une section, si on veut, du réseau, bien, ça ne pourra plus fonctionner. On va devoir augmenter les prix. On parle d'un chaos, Fred. Ben oui. Et donc, ce qui était très intéressant, c'est que même si on a parfois une propension à dire « Ah, tiens, on est en train de nous en passer une petite vite. Hydro-Québec a choisi quelque chose qui, finalement, va nous coûter un peu plus cher. Ce n'est pas la meilleure situation. » L'étude dont je parlais, Fred, qui a été produite par Écohabitation, a été contestée. Ce qu'on disait, c'est que avoir l'équivalent d'un gros frigidaire plein de céramique dans sa maison, bien, si tu as une maison à Boisbriand de 3 étages, c'est envisageable. Mais si tu as un appartement, c'est un 3,5 ou un 4,5. Moi, il faudrait que j'enlève mon gros divan en cuir pour mettre ce frigo en céramique dans chez moi. Est-ce que ça vaut le coup? Je pense pas. Il faut y penser, il faut réfléchir. Et puis, d'ailleurs, ce qu'il disait, c'est que cette technologie-là, elle est disponible déjà aujourd'hui et Hydro-Québec offre une subvention de 10 000 $ si vous avez envie de remplacer votre divan en cuir par
par cela, ou peut-être même qu'il y aurait moyen, Fred, d'utiliser votre divan en cuir comme accumulateur de chaleur. Il fait déjà, quand les 3 chats dorment sur le divan en cuir, je peux vous dire que ça accumule de la chaleur. C'est comme de la poésie, Fred, quand vous parlez. Puis finalement, je lui demandais, mais pourquoi les industriels consommateurs d'électricité, eux autres, s'opposent à ça? Puis lui, ce qu'il me disait, c'est, en fait, à chaque fois qu'il y a l'ombre d'une hausse tarifaire, eux autres vont s'opposer, tout simplement. Et donc, ils n'ont aucun enjeu environnemental les intéresse, c'est vraiment juste une question de tarif. Et donc, peu importe la hausse de tarif, ils vont toujours s'opposer. Et ça donne un drôle d'accouplement, c'est-à-dire des groupes environnementaux qui vont contester à la régie. Conjointement avec ces gens-là, exactement. Mais quand même, la régie, encore une fois, est un arbitre. Si jamais les arguments sont si bons que ça, si l'étude est vraiment valide, la régie pourra toujours annuler, intervenir a posteriori pour cette entente-là. Et donc, Fred, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il faut tout simplement continuer à s'intéresser et réaliser à quel point le rôle d'Hydro-Québec, qui est une drôle d'entité absolument unique au monde, de laquelle on peut à la fois être fier et se méfier, un peu comme Mme Brochu. Oui. Et Fred, dans le devoir d'aujourd'hui, ça va me servir de conclusion, le discours d'inauguration de M. Legault, priorité, Fred, aux Français. Ah oui, ça c'est important. C'est très important. L'identité et la peur, c'est très important. Ah oui, ça Mais par contre, il nomme, Fred, l'énergie comme enjeu d'avenir. Et donc, la construction de nouveaux barrages, j'aimerais ça réactiver. Et ça, Godefroy, vous allez devoir suivre ça, là, parce qu'on pourrait reprendre la ronde et avec nos amis des Premières Nations, ça va être bien intéressant. Mais Fred, s'il y a une personne qui a mis un peu les freins là-dessus, c'est Mme Brochu. Elle n'est pas très emballée par l'idée de faire des nouveaux barrages. Elle, ce qui l'intéresse, c'est comment est-ce qu'on peut libérer des kilowattheures au moindre coût possible. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que sous sa gouverne, on a aboli, récemment, ça a été dans les nouvelles il n'y a pas si longtemps, ILO. En fait, on n'a pas aboli, on a décapité la personne qui était responsable de ce programme-là. C'est un programme, Fred, qui sert à utiliser une application pour dialoguer avec Hydro-Québec et se faire envoyer des petits défis sympathiques, comme par exemple, aujourd'hui, prends ta douche à l'eau froide. Ah, ben oui. Et là, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais ILO propose des économies d'électricité, sauf que ILO coûte quelque chose, et quand on calculait combien coûte chaque kilowatt-heure épargné grâce à ça, on se rendait compte que c'est le programme le moins efficace. Et donc, on a limogé la personne qui était responsable de ce programme-là. Et là, maintenant, c'est encore une fois des gens à l'interne. Ce sont des VP d'Hydro qui sont rendus patrons d'ILO. Et c'est ça. On est face à une ciboire de grosse entité avec une personne de caractère à sa tête. Et qu'est-ce qu'on peut faire, Fred, pour essayer de suivre? Il n'y a pas d'autre façon que de s'informer, poser des questions. Et il n'est pas exclu, Fred, que j'aille travailler chez Hydro-Québec simplement pour apprendre davantage. Ça serait malade, ça. J'y songe. Vous savez, maintenant, la balado, j'ai acheté une petite enregistreuse que vous pourriez dissimuler là, dans votre bleu de travail. Et vous pourriez faire du journalisme Godzo, comme on dit. Ouais. Merci, God. Et allez vous soigner. Allez accumuler de la chaleur dans votre corps pour combattre. J'en accumule déjà, COVID, Fred, à cause grâce à la COVID. Ah, ben oui, c'est vrai. Mais j'espère avoir ce qu'on appelle la COVID rapide. Oui. Mais là, si vous aviez un petit frigo en céramique à côté de vous, vous pourriez accumuler cette chaleur-là de fièvre et la redistribuer dans votre maison dans les périodes de pointe. Fred, vous êtes un génie. Je pense que j'ai bien compris votre chronique. Hey, merci, God. Bye, Fred. Merci. Salut tout le monde. I think he is a genius. I think Musk is a genius. Musk is a genius. I think Elon Musk is a genius. Elon Musk is a genius. Elon Musk is a genius. He's brilliant. We all agree with that. Elon Musk is a genius. Musk is a genius. Musk is a genius. Alors, on retrouve Philippe de Grosbois, chroniqueur. Nouvelle chronique cette saison. Bonjour, Philippe. Bonjour. Prof de sociologie au Collège Annecy. Et là, vigile médiatique. On a beaucoup parlé des journaux, entre autres, dans vos 2 premières chroniques, ou en tout cas des médias québécois. Et là, on va parler évidemment de ce qui occupe beaucoup les esprits, c'est-à-dire Twitter et l'arrivée d'Elon Musk. Et c'est dans vos corps parce que vous avez écrit un livre précédemment. C'est ça. Donc, mon premier livre, ça s'appelait Les batailles d'Internet. C'est paru en 2018. Fait que c'était vraiment sur le capitalisme numérique, sur les GAFAM. Oui. En fait, je parlais pas tant que ça de Twitter parce que Twitter a toujours été un petit peu à côté. C'est moins un grand monopole comme Google, Apple, Facebook. Mais oui, c'est ça. C'est
qu'est-ce que ça veut dire, ce capitalisme numérique-là? Qu'est-ce que ça soulève comme enjeu? Effectivement, l'achat de Twitter par Musk, il y a beaucoup à dire là-dessus, je pense. Premièrement, je pense que je trouve pour réfléchir à ces questions-là, c'est toujours bien de faire un petit peu un retour historique. Moi, je trouve que ça place un peu les choses, de nous donner un peu de perspective. On adore ça, la balado, puis on a le temps de faire ça. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. On est moins dans les médias. C'est ça qui est bien. Twitter, il y a des origines quand même en partie qui sont militantes. Ça, je pense que c'est important de le rappeler, voir dans quel contexte c'est né. En avril dernier, il y avait un des créateurs de Twitter qui s'appelle Evan Enshaplat, qui était en entrevue à Democracy Now! Qui racontait un peu une des pistes par lesquelles Twitter est né. Il y avait des gens qui étaient proches de Indie Media. Je ne sais pas si vous vous rappelez Indie Media, là, autour de l'altermondialisme, Seattle, Québec, tout ça. Donc, un peu les débuts, en fait, de médias numériques où les gens publient, tout ça. Mais c'est que des plateformes médiatiques ouvertes. Oui, donc qu'on appelle d'open publishing, publication ouverte. Donc, on laisse les gens... Donc, c'est l'ancêtre, finalement, de ces médias sociaux-là. C'est vrai. Et donc, il y avait des gens qui étaient proches d'Indie Media qui avaient bâti un système d'alerte par texto. Ils appelaient ça TextMob, T-X-T-M-O-B, pendant les manifestations. Parce qu'il faut se rappeler pourquoi, au départ, Twitter, c'était 140 caractères. C'est parce que c'était les SMS à l'époque. Les textos, c'était des textos de 140 caractères. Donc, l'outil TextMob, c'était un moyen d'échanger de l'information pendant les manifestations, la police, tout ça. Donc, un peu comme on a vu aussi beaucoup sur Twitter, entre autres pendant la grève étudiante de 2012, Manif en cours. C'était fascinant, ça. Oui, c'était totalement une nouvelle expérience. Donc, les origines militantes, je pense que c'est important de les rappeler parce que ça nous permet de regarder l'évolution quand on se rend jusqu'à aujourd'hui. Dernièrement, il y a quelques semaines, Émilie Nicolas a fait une chronique dans Le Devoir sur justement l'achat de Twitter, puis elle situait bien aussi l'évolution historique en disant, dans le fond, dans les années 2010, parce que Twitter, on parle de 2006, 2007 à peu près, dans les années 2010, il y a des activistes finalement qui se sont appropriés cette plateforme-là. On se rappelle dans les révoltes arabes. C'est ça, donc le printemps arabe. On pensait que Twitter allait permettre de renverser. C'est ça. Bon, c'est sûr qu'il y a eu un peu de surenchère parce qu'on parlait de révolution Twitter, révolution Facebook. Il y a beaucoup, des fois, du déterminisme technologique. C'est comme la technologie qui va renverser les choses. Mais reste qu'il y a beaucoup de... comme Émilie Nicolas le dit, il y a des jeunes, des femmes, des personnes racisées, communauté LGBTQ, toute l'importance de MeToo, de Black Lives Matter et entre autres, il y a une contribution de médias sociaux comme Twitter pour faire entendre une parole. Des voix qu'on n'entendait pas. C'est ça, des personnes souvent qui étaient comme un peu en marge du système médiatique dit traditionnel. Des fois, qui sont même des gens qui sont quand même proches du milieu des médias, mais qui ne sont pas au cœur de la machine, si je peux dire. Puis là, au fur et à mesure que les années 2010 progressent, avancent, c'est comme si on est passé d'un outil de contestation du pouvoir à un lieu qui a été investi graduellement par le pouvoir, par des agences de relations publiques, par les attachés de presse, par les politiciens, les politiciennes. Le staff des élus. C'est ça, c'est devenu comme un des endroits où il fallait être pour avoir un certain contrôle de la communication, contrôle du message. Ça reste un lieu relativement niché. Twitter, c'est pas un énorme média social comme Facebook qui est à 2 ou 3 milliards d'usagers, d'usagères. C'est assez niché quand même. C'est un lieu, c'est ça, niché, mais en même temps, les gens qui sont là sont relativement bien placés dans l'espace médiatico-politique, on va dire. Donc, c'est ça, ça a été de plus en plus investi jusqu'à, c'est ça, dans la deuxième moitié des années 2010, c'est des gens qui allaient là pour manipuler, pour lancer des théories du complot, pour troller, pour harceler, etc. Fait que ça, je pense, de placer l'évolution de Twitter sur cette période-là, déjà, je trouve que ça aide à situer un peu l'achat par Musk. L'autre chose, je pense qu'il faut replacer en perspective au niveau historique, c'est que les capitalistes soient intéressés à posséder des médias. C'est assez ancien aussi. C'est vraiment pas quelque chose qui est nouveau. Parfois pour faire du profit, mais c'est pas toujours nécessairement pour faire... En fait, l'un peut aller avec l'autre, mais c'est pas seulement pour faire du profit. C'est aussi l'idée d'avoir un certain contrôle sur l'agenda, sur qu'est-ce qui va être l'objet de conversation. Fait que c'est sûr qu'on pourrait remonter loin dans l'histoire. Hearst, William Randolph Hearst, qui avait inspiré le Citizen Kane de Orson Welles. Au Québec, évidemment, les Péladeau, père et fils, Pierre Péladeau et puis PKP, les Desmarais, même aujourd'hui, Jeff Bezos possède le Washington Post, donc qui est un autre des GAFAM, justement. Qui n'en a pas besoin là, pour
pour payer ses comptes. Là. Non, c'est ça. Post, mais il y en a peut-être besoin pour autre chose. C'est-à-dire que c'est intéressant d'avoir un pied dans un certain espace public. Ça a souvent été mentionné que la presse coûtait de l'argent. Oui, dans les dernières années, en tout cas, parce qu'il y a eu des périodes où c'était très profitable. Oui. Mais oui, c'est ça. Mais le père, Paul Desmarais, le père, insistait pour garder cet organe-là qui contrôle l'agenda fédéraliste qu'il voulait mettre de l'avant dans l'univers médiatique. C'est ça. Même à perte, il peut y avoir quand même un intérêt pour des intérêts plus larges, disons. Musk lui-même, c'est pas non plus un capitaliste qui est arrivé de nulle part, un self-made man, comme on dit. C'est le fils du propriétaire d'une mine d'émeraude dans l'Afrique du Sud. Bon. L'Afrique du Sud de l'apartheid, en plus. Philippe de Grosbois, c'est important de le rappeler. Oui. Parce que cette mythologie-là de la personne qui se retrousse les manches, ça marche, c'est pas comme ça que ça fonctionne, la plupart du temps. Et beaucoup des mythes, justement, autour de la Silicon Valley puis autour des entreprises et techno, c'est beaucoup ça. C'est des gens dans leur sous-sol, dans leur garage, qui ont eu... C'est ça. Ça arrive, c'est arrivé, mais souvent, c'est une bonne idée avec l'aide de papa-maman qui peuvent investir un 200, 300, 500 000 $ pour partir le Puis quand t'as pas à travailler dans des job-ins, tu as le temps de passer du temps dans ton garage pour avoir des idées. Oui, exactement. Donc moi, c'est aussi... ces compagnies ont reçu des milliards aussi de fonds publics parce que là encore, on cultive une image de quelqu'un qui est libertarien, qui est pour un marché pur et dur, mais c'est souvent à plusieurs vitesses, ces idéologies-là. Donc, que ce soit des prêts, des subventions, des crédits d'impôt pour SpaceX, pour Tesla. Pour Starlink. Aussi, même encore aujourd'hui, le branchement, le fameux Internet branché partout au Québec. Une des façons que le gouvernement Legault a plus ou moins réussi à remplir ses engagements, c'est en payant une partie de la facture de l'Internet par satellite à certains usagers du Québec. Donc, il y a des compagnies qui appartiennent à Elon Musk. Oui, c'est ça. Donc, les trucs satellitaires, je pense que c'est une toute petite portion de ce qui reste à brancher, mais ça donne une idée que on reçoit de l'argent de fonds publics. Donc, c'est ça. Je trouve un peu tout ça, ça replace un petit peu les choses. Puis, ça nous permet de voir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique d'avoir un capitaliste de la trempe de Musk qui achète Twitter. Puis, aux dernières élections de mi-mandat, il a appuyé plusieurs candidates de Trump, Musk. Donc, déjà, on voit une certaine sympathie. Puis, l'autre chose, je parlais de la vérité, puis comment il y a un rapport à la vérité qui est extrêmement élastique, puis même complètement désinvolte, là, qu'on s'en fout un peu. Je trouve qu'il y a tout l'épisode dans les premières semaines après l'achat de Twitter, du blue check, donc le crochet bleu. Oui. Pour beaucoup d'auditeurs qui ne sont pas sur Twitter, probablement, c'était quoi ça? Ça existe sur plusieurs médias sociaux, c'est-à-dire c'est une méthode, dans le fond, pour authentifier surtout des personnalités publiques ou des comptes d'entreprises, d'organisations. Puis peut-être une autre utilité où ça avait, c'est d'éviter, de protéger un petit peu plus ces personnalités publiques-là comme une forme de harcèlement, parce que c'est des comptes qui peuvent se faire signaler de façon massive, de dire un tel, une telle, vient de dire telle affaire. Exact. Donc, on la signale en masse. Plusieurs médias sociaux vont comme élever la barre avant de prendre au sérieux un signalement si la personne a le crochet bleu. Mais là, donc, ce que Musk a dit, lui, dans le fond, c'était de dire, dans le fond, les crochets bleus, c'est l'élite, encore une fois, c'est l'élite, c'est les méchants, c'est comme une classe qui est un peu au-dessus de nous. Mais moi, je cite Musk, on va dire, là, je vais démocratiser ça. Je vais rendre ça accessible à tout le monde. Ça va être 8 $ par mois. Là, vous allez pouvoir avoir votre crochet bleu. Puis, il y avait toute une idée, parce que finalement, ça a été abandonné parce que ça a été une catastrophe, mais il y avait l'idée aussi que vous allez être comme un peu sur la voie rapide, la sélection des algorithmes. Donc, vos réponses à des tweets, si vous n'avez pas de crochet bleu, elle va se retrouver complètement dans le fond de la cale. Donc, finalement, personne ne va vous voir. Fait que les gros vont rester gros. Donc, c'est ça. Si vous payez 8 $ par mois, là, vous êtes comme un peu le VIP. Fait que finalement, son idée, c'était de transformer quelque chose qui permettait d'authentifier un minimum le contenu qui nous est présenté à un marqueur de statut social, finalement, à quelque chose qui est de dire, regardez, moi, je suis... Et puis, ça a été une catastrophe totale, parce que là, tout d'un coup, il y a plein de gens qui se sont mis à s'acheter des comptes de lui-même, de Musk, de parodiant lui, avec les crochets bleus, de comptes de grandes entreprises.
Lockheed Martin. Oui, c'est ça. Lockheed Martin qui fait du matériel militaire. Il y a quelqu'un qui a donc acheté le crochet bleu du compte Lockheed Martin. C'est ça. Tu fais juste changer un petit peu. Je pense qu'il avait appelé Lockheed Martini, juste parce que le compte devait déjà exister. Donc, ils ont juste modifié un petit peu pour avoir un autre compte. Et là, ils ont annoncé... vont chercher le logo, tout ça. Ils ont annoncé qu'elle allait arrêter la vente d'armes à l'Arabie Saoudite. Parce que la guerre, c'est mal. Il y en a plein. C'était absolument... En tout cas, c'était un plaisir. Vraiment. Puis en fait, moi, j'ai trouvé ça très amusant de voir ça, puis à la limite même émouvant, parce que c'est tout le charme de Twitter, alors qu'on se demandait si ça allait continuer à vivre. C'est la communauté. Oui, puis c'est l'idée que les gens sont capables d'aller au-delà des relations publiques, d'aller au-delà du message formaté. Donc, c'est ça. Puis Lockheed Martin a perdu des milliards en bourse. Bon, j'imagine qu'ils les ont récupérés après. Donc, ces parodies-là ont été quand même très coûteuses. Puis il faut se rappeler que les annonceurs, les publicitaires, les grandes entreprises, c'est les véritables clients de Twitter. Musk a fait preuve d'une désinvolture assez grande à l'égard de ses propres clients, de ses propres bailleurs de fonds. En fait, je trouve que cet épisode-là, ce que c'est venu montrer, c'est comment rapidement les choses peuvent dégringoler à partir du moment où cette authentification-là, elle est complètement dérégulée. Parce que là, sur ce point-là, Musk, oui, on peut dire que c'est un libertarien parce que c'est vraiment le critère de l'argent, le critère du 8 $ par mois qui devient le seul critère d'authenticité, je le dis entre guillemets. Bien, on voit vite comment les choses se mettent à déraper puis que finalement, on peut à peu près se fier à rien. La main visible du marché, des fois, là. Oui, c'est ça. Ça fait des gros majeurs. C'est ça. Et puis, donc ça, c'est un cas particulier, mais c'est qu'on voit aussi dans l'idée de Musk, parce qu'il disait aussi, je vais, grâce à mon arrivée sur Twitter, comme propriétaire de Twitter, je vais démocratiser le journaliste. Donc, je vais donner à tout le monde une voix, puis encore une fois, c'est un mépris d'une certaine image des élites qui sont, là, dans ce cas-ci, on parle des journalistes, donc les journalistes seraient l'élite. Là, ça va être le journaliste citoyen, mais en fait, des médias citoyens. Je me souviens de Nathan Robinson, qui est à Current Affairs, qui fait un très bon média indépendant aux États-Unis, qui disait comme, s'il vous plaît, M. Musk, arrêtez de nous aider, là, parce que ça nous nuit complètement, parce que de dire, je vais démocratiser le journalisme, ce que ça voulait dire en réalité, c'est de laisser la porte ouverte à absolument n'importe qui et n'importe quoi. Oui. Exact. Dont les discours d'extrême droite. L'autre chose aussi, je trouve, qui est assez révélatrice dans les dernières semaines, c'est toute la question de la liberté d'expression. Donc, toute l'incohérence dans ce discours-là, parce que là aussi, Musk, c'est quelqu'un qui a beaucoup adhéré dans le discours anti-woke, que finalement, il y a des gens qui contrôlent, puis c'est un peu ça son objectif. Là, quand il a acheté Twitter, quand ça s'est finalisé, il a tweeté quelque chose comme « The bird is now freed », donc de dire, finalement, là enfin, c'est la liberté. C'est un discours qui est très dans l'air du temps, de dire, voilà, les woke contrôlent tout ça. Puis en fait, c'est insidieux, hein, parce qu'ils ne sont pas au pouvoir. Non, c'est ça. Mais là aussi, en fait, les grands journaux sont possédés par des gens plutôt à droite, mais quand même, les woke seraient partout. Oui, c'est un discours assez complotiste, en fait. C'est comme une thèse complotiste, mais qui passe. Oui. Les thèses complotistes, c'est la puce dans les vaccins, c'est des trucs comme ça. Oui. Mais l'idée qu'il y a des woke qui sont dans toutes les institutions, qui sont au gouvernement, qui sont dans les écoles, qui sont dans les médias, et qui, de façon un peu sournoise et souterraine, changent la nature du discours. Donc Twitter était, semble-t-il, woke avant que Musk l'achète finalement. Puis ça, je veux dire, oui, il y a de l'espace pour des voix marginales, peut-être plus qu'ailleurs, mais ça reste, même avant, c'était une très grande entreprise. Puis de réussir à avoir un minimum de modération des discours, que Trump soit éjecté, ça a tout pris. C'est après, si je ne me trompe pas, c'est après l'attaque sur le Capitole que finalement, ils ont dit, peut-être que c'est comme un pyromane, ce monsieur-là. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que la façon dont Musk utilise ces arguments-là de la liberté d'expression, c'est comme si ça pousse à son aboutissement logique ce discours-là. C'est-à-dire que vouloir dialoguer avec tout le monde, vouloir avoir un libre marché des idées, ou vouloir avoir une conversation démocratique avec tout le monde, dans les faits, quand on va au bout de ça, même si les gens qui ont cet argument-là ne voient pas nécessairement l'horizon, mais l'horizon de ça, c'est d'accueillir des fascistes, des haters, des harceleurs,
harceleurs, des Ces trolls, gens-là, des agresseurs, des bullies. on ne là. peut pas dialoguer avec ces gens-là. C'est ça. C'est comme jouer aux échecs avec un pigeon. J'avais jamais entendu cette expression-là. C'est qu'au début, vous avez l'impression que vous avez un joueur devant vous, mais non, il va faire tomber les pions, il va chier sur le jeu, puis il va s'en aller. Exact. Bon, c'est exactement ça. Fait qu'on voit, je trouve que ça révèle bien. Les termes mais c'est un podcast libre. Oui, ici, voilà. On a le droit justement de dire des saletés. Mais c'est ça, je trouve que ça révèle bien comme la supercherie, en fait, de ces arguments-là. Musk, dans les dernières semaines, a mis à pied des services entiers de modération, toutes sortes de travail qui avaient été fait de longue haleine puis de longue lutte, de réussir d'avoir un certain contrôle sur les harceleurs, sur la désinformation. Encore cette semaine, tout le service de lutte à la désinformation sur la COVID-19 a été largué. Ouais. Et bon, puis en plus... C'est quand même problématique, là. Oui. En plus, Musk, un des partenaires financiers de l'achat qui est propriétaire de Twitter, c'est un membre de la famille royale saoudienne, qui n'est pas exactement un avant-garde de l'idéologie libertarienne. Non. Bon. Rappelons le montant de la transaction. C'est 44 milliards. 44 milliards, c'est ça. voilà. Puis, en fait, les coupes, les nombreuses coupes, l'espèce de médecine de cheval, c'est dû au fait parce qu'il s'était avancé comme un peu trop. Il avait annoncé qu'elle allait acheter Twitter. Ouais. Finalement, il avait signé un certain nombre de choses. Puis là, finalement, ça y tentait plus ou moins d'acheter Twitter. Il a été menacé d'être amené en justice par les gens de Twitter qui disaient, là, tu t'es engagé à acheter. Donc, finalement, il était obligé d'acheter à un prix qui était devenu surévalué. Donc, toutes les coupes, toutes ces stratégies-là, c'est aussi une façon de ramener ramener une certaine forme de rentabilité. Est-ce que ça va fonctionner? On verra. Mais peut-être une dernière chose aussi sur la question de l'incompétence, c'est que je pense que oui, on peut voir une certaine incompétence, un certain narcissisme, mais c'est qu'il ne faut pas en même temps... incompétence puis incohérence, pour moi, c'est des choses différentes. Même chose pour Trump. Tu sais, Trump, au début, on disait « Ah, ben là, il change d'idée à chaque jour, c'est très incohérent. » Mais quand on regarde sur 4 ans, puis même jusqu'à aujourd'hui, il y a une ligne. On peut voir quand même certains objectifs. Il y a quand même une direction. Après ça, est-ce que c'est parfois mal fait? Est-ce que des gens plus habiles seraient capables de le faire mieux? Probablement. Mais c'est la même chose pour Musk. Quand on regarde, là, ça fait un petit peu plus qu'un mois, dans le fond, qu'il a acheté Twitter, il me semble qu'on commence à avoir une idée un petit peu plus précise moi, j'ai l'impression que Musk, il se dit ça passe ou ça casse. Bon, ça passe, c'est de dire je fais ce virage-là. Lui, il veut, dans le fond, que le lieu soit beaucoup plus accueillant, justement, pour des voix pour tous les discours. Très, très dangereuses. Est-ce qu'il est capable d'en faire une sorte de vivier d'extrême droite qui serait peut-être financé par du grand capital? Ça existe dans des grands fonds aux États-Unis, les frères Koch. Il y a c'est K-O-C-H. C'est frères Koch. Oui, c'est ça. Un des deux décédés. Oui, qui ont fait leur fortune dans le pétrole et qui ont financé énormément de think tanks de droite, dont l'Institut économique de Montréal a reçu de l'argent. Ils avaient aussi beaucoup moussé le Tea Party au début des années 2010 qui s'opposait à Obama. Tous les groupes de réflexion qui remettent en cause le réchauffement climatique aux États-Unis, la plupart sont financés par... Ça, c'est un gros exemple, mais il y en a plusieurs autres, donc des ultra-riches qui sont prêts à financer... Home Depot pourrait être très bien, on l'a vu. Il y a eu un article de Fabien Deglise dans Le Devoir récemment là, sur des candidats vraiment là, de droite là, qui contestent le résultat de l'élection de 2020. Là aussi, d'ailleurs, ça, c'est un marqueur de l'extrême droite quand on ne reconnaît pas le résultat de l'élection alors qu'il n'y a absolument rien qui nous amènerait à le contester. Tout à fait. Mais donc, il y a de l'argent j'ai l'impression que Musk se dit peut-être que je suis capable d'insuffler un certain virage à Twitter et parce qu'il y a des médias sociaux qui sont utilisés par l'extrême droite, mais ils restent plutôt en marge. Donc, il se dit peut-être si je suis capable d'aller chercher de l'argent et que le lieu reste relativement mainstream, qui va être encore utilisé par beaucoup de gens. Il y a des gens qui quittent, mais il y en a beaucoup qui vont rester. Que finalement, il va avoir réussi son pari d'en faire un... Puis oui, là, encore une fois, ça va être un média qui va peut-être être à perte. Qu'on perd de l'argent, mais qu'il y a des objectifs politiques qui peuvent être remplis par ailleurs. Mais là, finalement, on est arrivé, est-ce que le site va carrément survivre? Moi, je trouve que c'est des très bonnes questions. Philippe, est-ce qu'il va être fréquentable?
C'est ça. C'est que là, moi, au début, je me disais, dans les premières semaines, je me suis dit, on va voir. Commençons par regarder quels changements concrets dans les politiques vont avoir lieu. Là, on en voit quand même plusieurs. Puis effectivement, ça devient de moins en moins fréquentable. En même temps, moi, j'ai lu un article intéressant de Sonny Singh qui est sur opendemocracy.net et qui, elle, dit, dans le fond, il y a des gens qui sont déjà dans des communautés marginalisées, qui sont déjà marginalisées dans la vie et sur les médias sociaux, pour qui c'est pas si nouveau que ça, ce qui se passe en ce moment. Puis que finalement, c'est peut-être des gens qui étaient relativement confortables dans l'espace numérique qu'est Twitter, qui vivaient pas trop de harcèlement et tout ça, et qui là disent, et donc elle pose la question et savoir, est-ce que on appelle ça un digital white flight. Donc le white flight, c'est un peu, ça se voit dans des quartiers, c'est pas nécessairement numérique. Donc, de dire, ce quartier-là, c'est devenu insécuritaire, mais il y a toutes sortes d'enjeux de perception, de sentiments de sécurité, parce que là où il y a plus de personnes racisées, où il y a plus de personnes itinérantes, donc on va aller dans banlieue, tout ça. Bon. Et l'expression digital white flight, c'est une chercheure, une autrice qui s'appelle Dana Boyd, qui avait remarqué ça, puis là, on remonte dans le temps, de MySpace à Facebook. Quand Facebook a commencé à monter, avant Facebook, évidemment, c'était MySpace qui était très utilisé, et beaucoup de gens avaient quitté MySpace en disant c'est rendu bizarre ici, ça fait un peu ghetto, tout ça, puis je vais aller sur Facebook parce que Facebook, c'est plus cool, c'est plus branché, puis plus branché, là, on n'est plus là avec Facebook aujourd'hui, là, c'est le média social de nos grands-parents. Mais donc, elle avait remarqué qu'il y a un digital white flight. Et donc, Sonny Singh a dit, attention, peut-être que ce qu'on vit en ce moment, les gens qui quittent, il y a peut-être de ça. En même temps, si l'espace n'est plus vivable, comme vous disiez, puis on ne veut pas non plus encourager, comme contribuer par notre présence au maintien d'un discours politique aussi horrible. Donc, moi, je suis encore un petit peu en réflexion, puis j'ai pas eu beaucoup de temps d'explorer Mastodon, parce que Mastodon, c'est à ce qu'on me dit, c'est plus complexe. Oui, rappelons Mastodon, c'est un peu le... C'est une alternative, c'est un peu un équivalent, mais un équivalent open source, équivalent plus de l'esprit hacker, activiste, activiste avec un H, donc les hackers militants. Donc, l'idée derrière Mastodon, c'était d'éviter que les algorithmes prennent trop de place. Oui, c'est un média social qui est décentralisé. Donc, ça veut dire que des gens peuvent former leur propre serveur. L'idée, c'est de ramener une décentralisation, parce qu'une des grandes critiques du milieu hacker, libriste, activiste, c'est que la centralisation des médias sociaux, c'est un des cœurs du problème. Parce que, le profit concentré là, puis la sélection de qu'est-ce qui va passer en premier, c'est des choix politiques immenses qu'on donne à un groupe de gens extrêmement restreints, puis une élite, dans ce cas-ci, une élite économique, une frange très, très, très privilégiée. Je peux vous dire que ces gens-là sont pas à gauche, là. Oui, c'est ça. Société mondiale. Bon, c'est peut-être libéral, mais libéral, pour moi, c'est pas nécessairement à gauche. D'être dans un esprit de dialogue, et c'est pas la même chose que d'être progressiste ou d'être à gauche ou socialiste. Mais donc, Mastodon, c'est l'idée d'avoir des serveurs qui sont décentralisés et que les serveurs peuvent se donner un peu leurs propres règles et que les gens peuvent migrer leur matériel d'un serveur à l'autre selon ce qui leur convient le mieux. Dans le fond, c'est de rapprocher un petit peu de l'esprit du courriel. Le courriel, c'est très décentralisé dans le sens où moi, je peux avoir un courriel de mon collège, quelqu'un peut avoir une adresse Gmail, quelqu'un une adresse Hotmail. J'ai un ami qui son adresse email, c'est un ordi qui est dans son sous-sol. C'est son serveur, puis c'est son serveur de email. Mais il y a, on appelle ça l'interopérabilité. Les serveurs sont capables de se parler. Ils ont un langage commun qui fait que les gens sont capables de communiquer entre eux, même s'ils sont logés sur des plateformes différentes, à des endroits différents. Fait que Mastodon, c'est un peu ça. C'est sûr qu'il y a plusieurs enjeux qui peuvent faire hésiter. Premièrement, c'est plus difficile d'utilisation. La force des médias sociaux commerciaux, c'est d'avoir rendu ça accessible. C'est plug and play. Exact. C'est d'avoir facilité l'usage de ça. C'est pour ça que les grands-papas et les grands-mamans peuvent être sur Facebook. Exact. Oui. Ce qui est une bonne chose aussi. C'est ça, justement. C'est ça l'autre enjeu. Il y a quelque chose de démocratique là-dedans. C'est ça l'autre enjeu, c'est qu'en allant sur Mastodon, c'est que l'intérêt en fait des médias sociaux, y compris pour la contestation politique, puis là on revient à ce qu'on parlait au départ, c'est qu'on est dans un agora qui est utilisé par un très, très, très grand nombre de gens, y compris des gens qui ne sont pas des militants ou des militantes. Donc, c'est d'investir
un espace public. Oui. Bon, ça reste un espace public-privé, il faut être clair là-dessus, Oui. mais d'investir cet espace-là pour faire émerger des discours contestataires, Oui. subversifs. Bon, alors, le risque, quand on n'a pas... Moi, je pense que l'étape première, c'est d'abord des batailles législatives. Il faut casser ces monopoles-là. Il faut les forcer, justement, à dialoguer avec les alternatives. Il ne faut pas que ça soit ce qu'on appelle des jardins fermés, des walled gardens, où on peut s'amuser en dedans, mais on ne peut pas sortir. Non. Si on sort, on perd tout. Tout à fait. Ou si on est expulsé, si on est suspendu, si notre compte est banni, c'est toute l'autorité l'autorité centralisée. Donc, je pense qu'il faut... Tu sais, les algorithmes, là, c'est pas des entités autonomes. Non, c'est ça. Il y a des gens derrière ça. C'est des règles humaines derrière ça. La modération, on s'imagine souvent que la modération, c'est faite par une intelligence artificielle, mais il y en a une grande partie qui ne l'est pas. Donc, c'est ça. C'est que Mastodon, je pense, pour moi, c'est un peu l'avenir dans un sens, ou l'utopie qu'on devrait chercher à aller voir, mais il y a un risque de retourner dans un lieu qui est plus d'entre-soi. En même temps, ce que j'ai vu en termes de statistiques, c'est que c'est du jamais vu, là, en fait, le nombre de gens qui ont migré vers Mastodon. Donc, est-ce que, parce que c'est pas la première fois, en fait, qu'on dit « Ah, ben là, il y en a un nouveau. » Non, il y avait WT Social, je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années. Ça, non, moi, je me rappelais de Hello, ELO. WT Social, qui était une alternative à Facebook. Oui, c'est ça. Il y en a eu plusieurs. Ça n'a pas marché. Moi, j'ai été, avant d'être sur Twitter, en fait, là, fin 2000, début 2010, il y avait Diaspora, qui était plus pensé comme Facebook, mais justement aussi par serveur autonome. Puis le problème, c'est ça, c'est qu'au début, on dit « Ah, ben c'est le fun, c'est plus libre, je me sens plus à l'aise. » Mais éventuellement, c'est que notre voisinage, nos collègues de travail, notre famille, il manque beaucoup de gens. Fait que là, on fait, là, finalement, je vais retourner sur Facebook ou je vais retourner sur Twitter parce que c'est là que les choses se passent. Mais je pense qu'il faut le surveiller, il faut l'encourager, il faut en parler. Mais l'enjeu, c'est toujours la masse critique, puis c'est des batailles vraiment législatives qui sont derrière ça. Puis peut-être, ça permet peut-être de conclure par rapport à ça. Je pense que Musk révèle bien le cœur du problème, c'est-à-dire que pour moi, ça n'a aucun sens que des espaces numériques comme ceux-là qui sont l'agora des temps modernes, c'est des espaces publics privés, c'est des choses qui devraient être des communs, en fait, qui devraient appartenir un peu à tout le monde puis à personne, mais ça nous montre comment quelqu'un peut acheter un espace de discussion qui est utilisé par des centaines de millions de personnes, puis en l'espace de quelques semaines, est capable de complètement le virer à l'envers puis d'en faire quelque chose de beaucoup moins intéressant par son seul pouvoir, finalement. On parlait tantôt du pouvoir, mais ça, c'est des woke, mais ça, c'est un pouvoir, c'est un réel pouvoir là, de pouvoir acheter un média social comme celui-là. Mais je pense qu'il faut réfléchir de cette façon-là. Non seulement, ça ne devrait pas être la propriété de milliardaires, mais même il ne devrait même pas exister des milliardaires qui ont ce pouvoir-là. Alexandria Ocasio-Cortez est revenue un peu dans le contexte de la vente de Twitter, elle est revenue avec sa formule qui dit « Every billionaire is a policy failure ». Chaque milliardaire est un échec de politique publique. Ces gens-là ne devraient pas avoir un pouvoir aussi considérable que de s'acheter un média qui est devenu aussi central dans la démocratie mondiale, là, entre guillemets, pour les mouvements à travers le monde. Là, on parle beaucoup du monde occidental, mais même dans plein d'autres sociétés, les usages militants de Twitter ont été là, puis il faut faire des choses pour ne pas perdre ça. Non, si ce n'est pas Twitter, mais d'en avoir qui correspondent vraiment à nos besoins et à nos intérêts. Philippe de Grosbois, merci. Encore une fois, réflexion ultra intéressante, puis on va suivre ça. Et là, vous allez être moins occupé, il paraît, après Noël. Oui. On vous entend un peu plus souvent, peut-être. Mais 3 fois cet automne, c'est quand même pas super. Mais bon, écoutez... mais c'est toujours un plaisir. J'en prendrai toujours plus. Merci, puis bon temps des fêtes. Merci beaucoup, à vous aussi. Salut. Alors voilà, c'est conclu ce 10e épisode de la balado. Merci à Godefroy Lorando et Philippe de Grosbois, nos 2 chroniqueurs cette semaine. Je vous invite à aller remplir le premier questionnaire pour cette grande consultation sur le futur de la balado sur lefredsavard.com. Je vous invite également à participer à la campagne de financement si vous ne l'avez pas fait encore pour qu'on fracasse l'objectif
faites-vous cadeau avant le temps des fêtes. Vous allez avoir une belle paix d'esprit après avoir donné. La semaine prochaine, c'est le retour du segment Salut les critiques, en fait, avec Thomas Carré-Lafleur et Hélène Faradji. On va aborder au moins 3 films. Là, on n'a pas finalisé la liste. Je sais qu'il va y avoir le 23 décembre. Il va y avoir le nouveau Steven Spielberg. Il va en avoir d'autres également. Et Melika Abdelmoumen va venir nous présenter le nouveau numéro de Lettres québécoises qui va sortir très bientôt. Et je pense qu'elle a une grande nouvelle à nous annoncer. Elle ne m'a pas donné de détails, mais elle m'a juste dit ça. Alors, j'ai hâte d'entendre ça. Donc, ce sera la semaine prochaine. Voilà, donc passez une excellente semaine. On se quitte en musique avec, bon, vous savez, Kristen McVie, une des 4 membres de l'incarnation Fleetwood Mac qu'on connaît le plus, parce qu'avant ça, Fleetwood Mac est un groupe de blues. Et après l'arrivée de Lindsey Buckingham, le groupe a pris une nouvelle tangente et est devenu l'incarnation la plus aboutie du rock FM de grande qualité. Moi, j'aime beaucoup Fleetwood Mac. J'aime beaucoup les écouter en vinyle, entre autres, parce que ça sonne vraiment bien. Et évidemment, on pense à l'album Rumors, qui a été longtemps l'album le plus vendu de l'histoire, jusqu'à ce qu'arrive Michael Jackson et Thriller. Mais bon, évidemment, tout le monde en a parlé beaucoup dans les autres émissions de cette perte, de ce décès, avec sûrement un extrait de Fleetwood Mac. Moi, je vous propose une reprise de Fleetwood Mac d'un groupe montréalais, le groupe Best Nerd Lakes, que j'adore vraiment beaucoup. Éventuellement, ça mériterait peut-être un épisode de Brouillon de culture qui sera seulement accessible aux donateurs de 60$ et plus. Sur ce groupe-là, qui est un peu méconnu, je trouve, du grand public, ben, je trouve, non, c'est une réalité. Il y a des raisons à ça, mais en même temps, je pense qu'il mériterait un peu mieux. Plus de lumière. Moi, je trouve que c'est vraiment un des grands groupes montréalais ever. N'ayons pas peur des mots. Et en 2013, il participait à un album qui s'appelle Rumors Revisited, a tribute to Fleetwood Mac Classic 1977 album, avec pas de H, paru sur l'étiquette Mojo Magazine. Je pense que c'est une espèce de CD bonus du magazine Mojo. C'est sorti en janvier 2013. Et il y avait Best Nerd Lakes là-dessus. Et ils ont repris une chanson écrite par Kristen McVie, la chanson You Make Loving Fun. Et c'est là-dessus que j'ai envie qu'on se quitte cette semaine à la mémoire de Kristen McVie. Bonne semaine, tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine.